Bonjour à tous. Lundi dernier, un sondage effectué par Le Soir, la Mutualité socialiste et la RTBF nous a tous fait prendre conscience que les Belges avaient le moral dans les chaussettes. C'est pour cette raison que j'ai invité le docteur Étienne Payen, auteur d'un ouvrage intitulé La dépression positive ce dimanche. Étienne Payen, bonjour. Vous êtes donc médecin généraliste et psychothérapeute à La Louvière. Alors, question simple, les résultats de ce sondage, vous avez été surpris ou pas? Alors surpris, non. Non, moi je dirais que s'il y a 10% de personnes déprimées, ça veut dire aussi qu'il y a 90% qui ne sont pas concernés par la dépression. C'est une bonne nouvelle alors? Ça pour moi c'est une bonne nouvelle, c'est un bon chiffre. C'est trop, à mon avis, c'est pas possible non plus. Donc bonjour le déni à ce niveau-là. Au niveau 10%, pour moi, c'est un chiffre tout à fait normal. Deuxièmement, le sondage parle de 10% de personnes concernées par l'anxiété, par l'angoisse et par la dépression. Donc c'est un ensemble de choses aussi. Qui n'a pas été anxieux? Qui n'a pas une angoisse de temps en temps sans pour autant tomber dans la dépression? Et enfin, la dépression véritable a des critères bien précis. Donc le mot dépression est souvent aussi galvaudé. Parfois, des pleurs et de la pluie peut aussi donner le nom de la personne un peu de dépressive. Donc 10% pour moi quelque chose de tout à fait normal, quoi. Alors justement, c'est quoi être dépressif? Comment est-ce qu'on sait qu'on est dépressif? Ah, c'est comme si vous demandiez comment sait-on qu'on a un pneu crevé. Non, ça, on le voit un peu Il n'y a pas de problème. Et la dépression, ça se voit aussi. Tout d'abord, il y a des critères de dépression, il y a un ensemble de critères. La déprime est souvent caractérisée par un ou deux signes, la fatigue, des pleurs. La dépression est caractérisée par un ensemble de signes vraiment. Et puis les gens à ce niveau-là n'ont plus aucune énergie. Ça, c'est vraiment, c'est l'arrêt de tout, l'arrêt de toute envie, de tout plaisir, de tout dynamisme. Le journaliste ne fera plus son métier, le chef d'orchestre ne dirigera plus son orchestre, et le maçon non plus, et la mère de famille n'ira plus chercher ses enfants à l'école. Donc c'est un changement complet de mode de vie. C'est une personne qui a une vie tout à fait normale et qui, suite à un événement ou suite à un événement déclencheur, va se retrouver dans un état qu'elle ne connaissait pas du tout. On se lève le matin, ça peut venir en 24 heures? Ça peut arriver très très vite. Je veux dire, la chute peut aller vite. Ouais. La dépression n'est pas quelque chose qui arrive en une fois, mais comme une chute, et je sais de quoi je parle pour l'instant, je veux dire, une chute peut arriver très très rapidement et on peut tomber dans le fond du fond de la dépression en l'espace de quelques jours, oui bien sûr. Alors justement, à quel moment doit-on aller voir un médecin? Alors, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nient leur état dépressif. tout à fait. Ce n'est pas tellement que les gens nient leur état dépressif. Les gens, très souvent, dans la dépression, avant la dépression, savent très bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur vie. Ils sont dans cette phase de déni. Alors, bizarrement, on n'a pas toujours envie de régler son problème. Parce que ça coûte de l'énergie, on a encore des avantages. Donc on peut rester dans ces situations pendant parfois des mois et des années sans véritablement régler le problème. Et il y aura toujours un facteur déclenchant, qui peut être une dispute, un problème de maladie, un problème de parking, un truc parfois minime qui va être la goutte d'eau, qui va faire que les gens vont tomber en dépression. Alors oui, quand les gens sont dans le fond du fond, c'est évidemment le moment où il faut consulter quelqu'un, le généraliste, un psychothérapeute, un psychiatre, mais parfois déjà quelqu'un en phase de déni, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur vie, et c'est toujours la même chose. Ce sont des problèmes de travail, des problèmes familiaux, des problèmes d'apprendre à dire non. Ce sont des choses qui font qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, mais bizarrement, on n'est pas encore prêt à régler le problème. Parce que c'est une maladie qui n'est pas encore acceptée? Parce qu'elle n'est pas suffisamment visible. Quand on a de la fièvre, on a un thermomètre. Quand on a une dépression, ça commence à être accepté? Je pense que lorsqu'on est accepté par qui? Justement, par l'environnement, par les proches. Ah, c'est pas toujours facile de vivre avec quelqu'un qui est dépressif, véritablement dépressif, parce que les gens sont parfois, pendant une période d'un mois ou deux, tout à fait hors de la vie. Les gens peuvent rester couchés parfois pendant des semaines, les gens n'ont aucune envie de partager leur énergie, n'en ont plus de toute façon. Donc, c'est pas évident du tout de vivre avec quelqu'un de dépressif, c'est même usant à ce niveau-là. Et souvent, le conjoint et la conjointe ne sait pas tellement comment aborder la personne dépressive. C'est contagieux? Non, c'est pas contagieux, non, certainement pas. Non, mais si on vit avec quelqu'un de dépressif, on risque de devenir dépressif ou pas? Dépressif, non, mais ça peut entraîner effectivement des problèmes entre les gens parce que c'est très difficile de voir quelqu'un qui est comme ça tout à fait sans aucune énergie. Mais dites-moi, docteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vis avec quelqu'un de dépressif, je dois l'engueuler, je dois la motiver, je dois lui parler, je dois lui foutre la paix? Motiver, je pense qu'il faut être présent, il faut être là, il faut...
je parle lorsque les gens tombent dans la dépression. Je ne parle pas de quelqu'un qui est dépressif depuis des années. Mais quand, dans cette période de 1 mois, 2 mois, 3 mois au début, il faut être présent. Il faut aider les gens et en même temps, ça ne sert à rien de les motiver à leur dire va te promener, prends l'air, écoute Claude François. Les gens qui sont en dépression savent très bien que Claude François est plus gai que Brassens le matin, que ça met plus d'énergie. Mais les gens ne sont pas prêts à ça. Donc, ça ne sert à rien de dépenser une énergie. Il faut laisser les gens parfois dans cette période de calme, de repos. Et être présent, tout simplement, c'est déjà important, et laisser les gens tranquilles, bizarrement. Ça ne sert strictement à rien de leur mettre une pression, de les enguirlander, de leur dire que ce sont des fainéants, de leur dire « mais moi je ferai ceci », ça ne sert à rien. La personne qui est dépressive est bien consciente de ça, et il faut la laisser être là, c'est déjà pas mal. Et donc les solutions, c'est aller voir un psychothérapeute ou prendre des médicaments, ou les deux? Ce serait trop facile, réducteur de parler aussi vite. Les médicaments ont leur place, effectivement, pour agir sur les symptômes de la dépression. Et ils agiront simplement sur les symptômes de la dépression. C'est déjà pas mal. L'image que je donne souvent, c'est quelqu'un qui crève de froid. La seule chose qui va l'aider, c'est de le réchauffer. C'est de le réchauffer. Ça ne sert à rien de commencer à quelqu'un qui claque dedans, de lui dire « mais pourquoi balades-tu toujours tout nu ?» Ça ne sert à rien à ce moment. La seule chose qu'il faut faire, c'est le réchauffer. Lorsqu'il est réchauffé, on peut commencer à travailler avec lui. Dans la dépression, les gens sont parfois tellement mal physiquement qu'il ne suffit pas de leur taper sur l'épaule, quelle que soit la qualité du psychothérapeute. Il faut parfois ce médicament pour les aider dans les symptômes. Simplement, les gens vont se calmer, les gens vont retrouver un peu de sommeil, les gens seront moins agressifs, les gens vont moins pleurer. Ça, c'est un effet médicamenteux. Et c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, on ne sortira pas d'une dépression grâce aux médicaments. Donc, il est là pour accompagner les symptômes, et c'est déjà pas mal, puisque ce sont souvent les symptômes qui amènent le patient à consulter. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Les gens viennent consulter d'abord pour des plaintes physiques. Mais lorsque les gens sont réchauffés sur ce mois où le médicament aura commencé à agir, là, on commence le travail de psychothérapie et on sortira d'une dépression uniquement qu'en lâchant quelque chose, en changeant une attitude. C'est très souvent la façon de sortir d'une dépression. Ça dure longtemps de suivre une psychothérapie? Alors, ça dépend le type de psychothérapie. Moi, personnellement, j'ai étudié ce qu'on appelle les thérapies brèves. Donc, on est plus basé sur un problème et pas forcément sur le fond, sur des grandes questions philosophiques. Et certains problèmes peuvent se régler sur quelques mois. Oui, c'est pas rare du tout de voir des gens pendant 5-6 mois. Et souvent, on change des choses, le patient va mieux, le patient lâche quelque chose et redémarre dans la vie. Alors dites-moi, vous avez écrit un livre qui s'appelle « La dépression positive ». C'est un peu antinomique, on a l'impression, c'est contradictoire. Ça peut être paradoxal, mais à la fois oui et non. Tout d'abord, dépression positive ne veut pas dire dépression joyeuse. Donc ça veut dire que la dépression est quelque chose de sérieux. On peut se suicider, donc c'est pas la rigolade, c'est un moment important dans la vie. Mais encore une fois, on peut passer par cette courbe, on peut parfois passer par la dépression, qui est presque un passage obligé pour arriver à être mieux dans sa vie. Mais encore une fois, pour arriver à être mieux dans sa vie, vous allez devoir lâcher quelque chose. Donc cette dépression, qui est un moment difficile, qui est un moment de souffrance pour les gens, encore une fois, eh bien, grâce à un travail de thérapie et encore une fois en lâchant quelque chose, les gens peuvent arriver à faire enfin ce qu'ils voulaient faire ou à être enfin ce qu'ils désiraient faire. Vous voulez dire quoi par lâcher quelque chose? Lâcher quelque chose, je dirais que 8 fois sur 10, lâcher quelque chose, c'est apprendre à dire non. À dire non à qui? À dire non lorsqu'on doit dire non. Pas à dire non pour le plaisir de dire non, parce que ça n'a pas de valeur, mais à dire non lorsque l'on sent que l'on doit dire non. On peut dire non à ses proches, à sa famille parfois, aux relations parasites, aux relations dans le travail parfois, pas forcément dans une relation de hiérarchie. On ne peut pas toujours dire non à un chef, mais donc très souvent, je peux vous dire que c'est un thème hyper courant en psychothérapie, c'est effectivement apprendre à dire non. Et pour apprendre à dire non, il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut accepter d'être remis en question. Donc ce sont souvent des grands thèmes en psychothérapie, mais je peux vous dire que quelqu'un qui apprend à dire non à son environnement de travail ou un environnement proche et familial est méchamment plus armé dans la vie. On ne dit pas non parce qu'on a envie d'être aimé? L'un va avec l'autre. Très souvent, effectivement, même certains parents laissent faire leurs enfants, n'osent pas leur dire non parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne vont pas être aimés en leur disant non. Or, l'amour n'a strictement rien à voir avec ça. Rien à voir du tout. On a besoin de limites. Tous. Vous, moi, si nous n'avions pas de limite, on roulerait à 200 à l'heure sur l'autoroute et on passerait tous au feu rouge. Donc, on a besoin de limites. Donc,
Apprendre à dire non est une vertu essentielle et ce n'est pas toujours facile. Donc, alors, dans votre livre, vous dites que parfois la dépression est un signe qui fait dire à la personne qui est dépressive, il faut que tu changes de vie, en gros. alors, quand je vois les gens dans ce que j'appelle dans le fond du fond, c'est-à-dire malheureusement au moment où ils sont mal, je me permets toujours de leur dire deux choses. D'abord, enfin on vous entend. Paradoxalement, je m'étais posé la question, mais pourquoi y a-t-il des signes physiques dans la dépression? Qu'est-ce que ça change de pleurer ou de rester dans son lit pendant 15 jours? Rien, quelque part, mais le corps humain, il est bien fait. Donc, s'il nous a mis tous ces signaux d'alerte, tous ces signaux de blocage, quelque part, c'est pour qu'on les entende. N'oublions pas que la période avant la chute de la dépression, les gens sont dans une phase de déni, une phase où ils n'expriment pas leurs problèmes. Oh, par une petite touchette de temps en temps, mais ils ne vont surtout pas aborder leurs problèmes. Lorsqu'ils sont dans le fond du fond, là, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas en problème. Et c'est une façon d'exprimer à soi et aux autres, attention, cette fois-ci, je ne suis pas bien du tout, je peux en mourir, je ne suis réellement pas dans une bonne période, et donc je vais devoir changer quelque chose. Donc, enfin, on vous entend, et deuxièmement, ça signifie aussi qu'ils ne supportent plus toute cette partie de leur vie précédant la chute. Ça veut dire que quand on sort de la dépression, il y a des divorces qui suivent. C'est pas rare. Malheureusement, c'est pas rare. C'est pas rare qu'on ait des changements à la fin de psychothérapie, de mode de vie, des changements professionnels, de divorce. Mais ce n'est pas le psychothérapeute qui fait que les gens divorcent. Les gens savaient déjà très bien en arrivant que leur couple ne fonctionnait pas. Ils le savaient. Et il aura fallu parfois passer par ça. Mais il n'osait pas le dire. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis, enfin, on vous entend. On est dans une société où on n'ose pas dire ce qu'on veut? Oh, je pense que oui, on devient excessivement politiquement correct, oui, ça c'est clair. Et ça, c'est dangereux, le politiquement correct? Je pense, oui, quand même. Pour l'individu? Oui, je pense qu'à tous les niveaux, oui, on parle beaucoup moins. Il y avait un livre il y a quelques années qui s'appelait La hiérarchie de la peur, et nous avons un peu tous peur, encore plus les gens qui sont dans une structure. On a peur de prendre une décision, d'être critiqué, d'être éliminé, et donc à avoir peur, ben à la limite, depuis le premier jusque tout en haut, tout le monde a peur. On veut plaire, en fait, aujourd'hui. Oui, je pense que oui. Et ça, c'est un danger de vouloir plaire à tout prix, c'est qu'on n'est plus soi-même. Tout à fait, tout à fait, quoi. Alors que bien sûr, on n'est pas libre non plus dans la société, il doit y avoir des règles et c'est normal. Mais bon, on peut exprimer son avis. Alors dites-moi, docteur, on va parler un petit peu du suicide. Les chiffres étaient assez impressionnants dans cette enquête. C'est impressionnant, oui, bien sûr. Il y a autant de personnes qui attendent à leur jour? Ah, c'est pas rare du tout, en tout cas chez les adolescents, c'est pas rare du tout, et chez les adultes aussi, oui, bien sûr. Bien sûr, Et là, comment est-ce qu'on peut le pressentir chez un proche? Pressentir, c'est-à-dire deviner qu'il va... il y a parfois des signes, il y a parfois évidemment des signes déjà, que ce soit chez les adolescents, il y a souvent cet isolement, il y a cette façon de ne pas laisser rentrer les autres dans leur propre vie, dans leur propre vécu. Ça, c'est un signe souvent de changement de comportement. Mais on a aussi ce que j'appelle dans le livre le suicide éclair, malheureusement, qui est quelqu'un qui va se suicider sans que l'on sache pourquoi cette personne s'est suicidée. Et il était beau, il avait de l'argent, il avait une maison, des enfants, et la personne, malheureusement, s'est suicidée. Or, on ne doit pas se suicider par hasard. Donc, ces gens étaient dans un tel déni de silence, quelque part, qui aurait eu leur facteur déclenchant pour qu'un jour ils se suicident. Ça, c'est un type de suicide qui, malheureusement, existe et qui est irréversible. Maintenant, il y a d'autres suicides qui sont pressentis avec certains signes. Mais les gens sont seuls très souvent, quoi. Ça veut dire que quand on croise, vous comme moi, on croise le matin, on dit « ça va ?» on répond « oui, ça va ». De temps en temps, il faudrait dire « non, non, ça ne va pas ». Oui, bien sûr, bien sûr, mais bon, nous ne pouvons pas faire ça 30 fois par jour. Si vous êtes arrêté 30 fois par jour à quelqu'un qui commence à vous raconter sa vie, vous êtes mal parti, d'accord? Mais en même temps, effectivement, de temps en temps, on peut demander à la personne comment vous allez. Mais au sens propre. Donc, c'est même parfois en médecine une question essentielle. On devrait dire, mais comment allez-vous dans votre globalité? Et pas uniquement, avez-vous mal au dos? On n'écoute plus le proche? On n'écoute plus. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Si les médecins écoutent quand même les gens, la médecine générale, on parle de plus en plus quand même aux médecins généralistes, qui est quand même le premier psychothérapeute. Il faut bien se rendre compte, ça veut dire qu'on a beaucoup moins peur de parler aux médecins généralistes. Et deuxièmement, en psychothérapie, on voit de plus en plus de monde parce qu'on a beaucoup moins peur d'aller chez le psychothérapeute.
l'image de la honte, l'image de « mais je suis fou, je ne peux pas venir vous consulter ». Quand quelqu'un me dit ça, je dis « si vous étiez fou, vous n'auriez pas pris rendez-vous ». Donc il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas fou. Maintenant, vous pouvez avoir des comportements tout à fait étranges, bizarroïdes, auxquels vous n'êtes pas habitué, qui sont les comportements de la dépression. Mais ça évolue et c'est bien, c'est une très bonne chose. Alors dites-moi, ce sera ma dernière question, docteur. Qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs qui ne se sentent pas bien? Parce qu'on peut être cafardeux, ce n'est pas une dépression, on peut être triste, ce n'est pas une dépression, on peut se lever de mauvais poil, ce n'est pas une dépression. Qu'est-ce qu'il faut faire? À quel moment il doit vous téléphoner? À vous, à vos collègues, évidemment. Je pense d'abord que c'est un droit. On peut avoir des matins où on n'est pas de bonne humeur, on ne peut pas grimper aux arbres tous les jours, on peut être en rogne, on peut être en colère, on peut être triste. Dès l'instant où tout ça est répétitif, où ça a des incidences, à la limite, dès l'instant où les gens n'en parlent plus, je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut commencer de se méfier de ça, parce que là, ils vont commencer à rentrer dans ce mécanisme du silence, et là, ça peut déboucher effectivement sur la dépression ou sur de gros problèmes, quoi. Alors, ce sera vraiment ma dernière question, on est dans une société déprimée? Je ne sais pas si on est dans une société déprimée. Je pense qu'on est dans un fin de cycle. À mon avis, un jour, les livres d'histoire étudieront cette période, comme il y a eu la période de la révolution industrielle. Et je pense qu'on va devoir parler de plus en plus vrai. Je veux dire, bon, on est dans un monde où on autorise trop de choses. Ce n'est pas une question de laxisme, mais même au niveau économique. Voilà, on est dans un fin de cycle du rapport de l'argent, du rapport de la société. Ça ne pourra pas toujours continuer ainsi. Je veux dire, c'est impossible. L'Europe est en train de disparaître pour l'instant sur 20 ou 30 ans. Donc, on va avoir de grands changements. Le moral des citoyens, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Quoi, oui, donc, pour vous, on est à la fin, il faudrait une renaissance d'ici une quinzaine d'années? Oui, je pense qu'il va y avoir un phénomène de société qui va apparaître, oui, bien sûr, parce que on tape toujours sur les hommes politiques, mais enfin, ce sont quand même des gens qui dirigent énormément de choses, mais il y a aussi les grands dirigeants économiques que l'on ne côtoie pas, qui dirigent énormément de choses. Donc oui, la société est en train de changer et au niveau de la médecine, ça a une incidence. Le laxisme aussi a une grande incidence. Étienne Payen, merci beaucoup.